On va dans cette discussion aborder différents sujets qui portent sur la nature, l'écologie, l'environnement, mais aussi la biologie. Et je voulais signaler que prochainement va paraître un livre sur ce sujet qui s'intitule Ce que nature sait, avec le sous-titre La révolution combinatoire de la biologie et ses dangers. Donc, on peut peut-être commencer par le premier sujet de discussion, si tu veux bien. Et là, ça va tourner un peu autour de la question d'épistémologie. Oui, alors il est nécessaire, je pense, de faire un tout petit esquisse du paysage euh, sur la pensée épistémologique, en particulier, disons, le, le dernier tiers du XXe siècle a été l'occasion d'une rencontre un peu importante avec l'apparition du livre qui s'appelle Criticism and the Growth of Knowledge, où les épistémologues qui sont maintenant célèbres ont discuté de leur thèse. Donc, en quelques mots, il y avait Karl Popper qui, au fond, défendait l'idée que la science se distinguait des idéologies par le fait que ces thèses pouvaient être réfutées par l'expérience. Donc ça, c'est un courant de pensée qui a eu beaucoup de résonance chez les scientifiques. Il y avait Thomas Kuhn qui, lui, avait développé le fait que ce sont des exemples types sur lesquels on s'appuie pour avancer dans les périodes qu'il appelle normales du développement de la science. Et lorsque ces exemples types, qu'il appelle des paradigmes, ne semblent pas avoir la cohérence suffisante avec ce qu'on observe ou entre eux, alors ce sont des révolutions et dont il cite de nombreux exemples dans l'histoire de la science. Il y avait également Paul Feyerabend qui défendait l'idée que c'était illusoire de penser qu'il y avait un cadre général pour faire avancer la science. C'était un cadre logique général, mais qu'en fait tous les moyens étaient bons. Et il défendait aussi l'idée d'un empirisme pluriel, pluraliste. Enfin, Lakatos, qui était un peu le chef d'orchestre de cette réunion, qui est en fait était disciple de Popper et défendait l'idée de programme de recherche. Donc, ça, c'était le tableau, on peut dire, de l'épistémologie classique. Classique, Parce oui. que on a l'impression que ces auteurs raisonnaient comme si il était évident que faire avancer la science de quelque manière que ce soit, c'était toujours forcément une bonne chose. Et là, évidemment, on rejoint un autre courant de pensée qui est le courant de pensée sur la technique. Donc, il y aurait beaucoup d'auteurs à citer, mais je citerai simplement, par exemple, Jacques Ellul. La science utilise évidemment des appareillages et les techniques de pointe disponibles, et puis surtout, la science féconde la technique par des innovations physiques et chimiques donc qui sont accueillies favorablement si elles dynamisent l'économie. Donc la science ne peut pas être pensée indépendamment en fait certainement de la technique, de l'environnement et puis aussi de la société qui la conçoit, la fabrique. Et puis la science donc se trouve en face, est mise en face de problèmes nouveaux, les ressources naturelles, le réchauffement climatique, et puis la nature vivante qui est mutilée. On sait que depuis quelques jours, on sait que les vertébrés ont chuté de 68% depuis 1970. C'est tout à fait impressionnant. Et donc les thèses de nos 4 épistémologues apparaissent un peu comme sidérales, un peu comme stratosphériques en quelque sorte. Quant au courant de la sociologie des sciences, alors sociologie des sciences, le problème avec ce courant de réflexion, c'est que ça marche trop bien en vérité. Le problème, c'est qu'effectivement, le relativisme sociologique de la construction de connaissances
Eh bien, c'est précisément ce que font actuellement les firmes, les marchands de doute et les climato-sceptiques. De telle sorte que, on peut dire, à mon avis, que la montée des forces sociales divergentes et violentes en ce moment font que les vérités de base de la science sont absolument capitales. Et ce courant de la sociologie des sciences apparaît, il faut le dire, sous sa vraie nature. C'est une préciosité universitaire totalement incapable de construire une pensée collective. Elle est sans armes devant l'économie de consommation et de marché qui sont fortement socialement incrustées. Donc ça, c'est un tableau rapide, on peut dire, de la situation en ce qui concerne l'épistémologie. Et donc, nous allons nous focaliser un peu dans cette discussion, si tu es d'accord, sur un nouveau scientisme biologique. Beaucoup de scientifiques croient qu'on peut refaire la nature en mieux. Et donc, qu'en est-il? C'est de ça dont nous allons parler. Alors oui, pour revenir très rapidement sur certains points, effectivement, dans l'épistémologie classique, il y a une espèce de pré-idéalisation de la science, c'est-à-dire on la réduit à une espèce de production pure de connaissances, en fait relativement décontextualisée. Et puis à l'opposé, la sociologie des sciences, c'est une espèce de surcontextualisation extrêmement étroite. Et puis, moi aussi, je pense pas forcément beaucoup plus pertinente que l'idéalisation antérieure. En fait, ce qu'on ne comprend ni dans un cas ni dans l'autre, c'est comment les sciences s'insèrent dans une civilisation. Si on regarde par exemple ce qu'on appelle le mécanisme moderne, c'est une espèce d'a priori. On va en trouver les premières expressions dans l'Antiquité, notamment chez Lucrèce, et puis finalement, ça va devenir la matrice générale de la civilisation qui est la nôtre. Et toute notre civilisation s'est faite autour de la question du mécanisme. Alors, pour prendre simplement cet angle-là, c'est ni la sociologie des sciences qui va nous éclairer, ni l'épistémologie classique. Mais on voit bien qu'au fondement de la démarche scientifique, il y a une espèce d'a priori d'angle dans l'approche de la réalité qui va s'avérer extrêmement, extrêmement fécond, mais qui en fait se fonde en quelque sorte a posteriori et puis va donner un certain nombre de résultats. Et on y reviendra quand on parlera de Grothendieck. Il y a ce côté très étonnant que les connaissances scientifiques, eh bien, par définition, puisqu'il y a histoire des sciences, elles sont partielles. Et elles ont conduit, on y reviendra, et tu l'as rappelé avec effectivement l'effondrement des vertébrés, mais peut-être plus inquiétant encore, même si on n'a pas des chiffres globaux, on a plutôt des chiffres liés à des régions données, c'est l'effondrement des populations d'insectes, plus généralement des populations d'arthropodes, et tout ça dans un pas de temps très court. On a une étude sur 27 ans, on a une étude après sur 10 ans, et qui montre que par rapport aux 27 ans, c'est une suraccélération dans les 10 dernières années. Donc en fait, on a une sorte d'effondrement du vivant autour de nous, on est confronté à la question du changement climatique, on est confronté à une pression énorme sur les ressources, et puis tu parlais d'information tout à l'heure, tu parlais de la préciosité d'une certaine sociologie des sciences, ce qu'on appelle les scientist studies. Et donc, en fait, on est dans un paysage, aujourd'hui, on voit très bien que la démocratie est menacée, que cette menace sur la démocratie, elle n'est pas sans lien avec les techniques numériques, etc. C'est-à-dire que finalement, on a des sciences aujourd'hui dont le moteur est techno-économique, et cette techno-économie, elle est en train de fragiliser très hautement peut-être un des meilleurs legs de la modernité, à savoir la construction d'institutions démocratiques, la promotion d'une certaine forme d'égalité, de l'accès aux droits, etc. Et on voit bien qu'on arrive à une espèce de période où on a ces noyaux scientifiques contradictoires. Certains, du côté des technosciences, vont nous faire aller à fond dans le système et n'ont pas d'autre intérêt, tu l'as rappelé tout à l'heure, que la promotion de l'économie, et puis d'autres connaissances qui sont aujourd'hui des repères fondamentaux pour essayer de comprendre ce qui nous arrive sur le plan du climat ou sur le plan de la biodiversité. Mais on voit bien que ni la sociologie des sciences, ni l'épistémologie classique ne nous permettent de comprendre le rôle extrêmement ambivalent de la connaissance scientifique, de ces, entre guillemets, retombées techniques sur les
fondamentale. Je voudrais que tu insistes sur ce que tu appelles, parce que c'est important après pour parler de la biologie, sur ce que tu appelles les sciences combinatoires. Avant que tu développes sur les sciences combinatoires, bah, façon comme ça, plus directe, on voit bien que d'un côté, on a des sciences fondamentales qui sont là pour décrire des mécanismes, des rapports constants entre les phénomènes. Et puis, de ces connaissances-là, on peut déboucher sur une transformation du réel, et c'est ce qu'on appelle les technosciences. Et là, on voit bien que nos connaissances, elles sont forcément insérées dans un système économique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le plus gros de la production de la connaissance, c'est une production dirigée, orientée. C'est ce qu'on a appelé autrefois la recherche et développement. C'est une production qui est destinée à, enfin, une connaissance, je veux dire, qui est destinée à produire des objets pour les vendre sur un marché. Donc, on a une espèce d'opposition un peu pure entre description, production d'énoncés, qui ne débouche pas sur quelque objet que ce soit, et puis au contraire, des connaissances finalisées, ce qu'on appelait autrefois la science appliquée, et qui va déboucher sur des objets ou des procédés qu'on va vendre sur un marché. Mais entre les deux, il y a quelque chose de très important, et tu vas nous montrer en quoi c'est très important, c'est ce que tu appelles les sciences combinatoires. Cette fois-ci, tu ne peux pas distinguer comme ça simplement objet énoncé, puisque la production de connaissances, elle en passe nécessairement par la manipulation, entre guillemets, d'objets. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, alors, mon intention, c'était d'en parler un peu plus tard, mais il faut effectivement, il faut dire tout de suite que le fait d'avoir découvert que la nature vivante était en fait organisée par des combinaisons de molécules, c'est-à-dire on connaissait la présence de l'ADN dès la fin du 19e siècle, mais c'est vers les années 50 qu'on a compris la structure de ce qui faisait l'hérédité chez les êtres vivants, et c'est une grande molécule. Il faut bien penser que les molécules très grandes, euh, là en l'occurrence il s'agit de molécules qui ont quelques dizaines de millions d'atomes, on ne les rencontre pas, ces grandes molécules, dans la physique et la chimie minérale, parce qu'elles sont trop instables, en fait. Il faut être dans un système ouvert qui reçoit de l'énergie et qui en rejette pour que ces molécules puissent exister et se maintenir suffisamment longtemps. Et c'est donc dans les êtres vivants qu'on les rencontre. Et ça, donc c'est dans les années 50, les sciences combinatoires, ce sont des sciences, c'est la chimie, la synthèse chimique de Berthelot rentre tout à fait là-dedans. Et d'ailleurs, Berthelot sentait, pourtant qui était un scientiste fonceur, il sentait qu'il y avait comme un phénomène quasi artistique de la synthèse chimique. Il en parle en ces termes. Et donc, il y a une créativité qui est liée à cette combinatoire. Les sciences combinatoires, ce sont donc très concrètement la chimie en tant que synthèse chimique, il y a de la combinaison de molécules, mais aussi la biologie depuis les années 1950 et très fortement maintenant avec la biologie moléculaire et la biologie génomique, et le fait que maintenant un grand nombre de chercheurs contribuent à modifier pour des soins thérapeutiques ou pour d'autres objectifs les génomes des êtres vivants, des OGM, etc. Donc ça, on va en parler plus au détail. Mais il faut dire aussi que cette combinatoire, pour penser cette combinatoire, c'est assez nouveau dans la pensée épistémologique. Parce que, et ça on va le voir plus au détail tout à l'heure, parce que les canons de ce qu'on peut appeler la science nomologique, c'est-à-dire la science qui essaye de découvrir des lois, et qui essaye de voir si ces lois sont encore valables au-delà du domaine dans lequel on les a découvertes. Hein, ça, c'est la science nomologique, c'est la science une très très belle science qui a eu des conséquences absolument formidables pour l'homme dans le monde, la science nomologique. En fait, il se trouve que dans les sciences combinatoires, et ça on va le voir plus au détail, dans les sciences combinatoires, il y a peu de lois. Il y a peu de lois, il y a surtout des faits découverts
de façon plus ou moins fortuite. On va le voir tout à l'heure. Et pour étudier ces séances combinatoires, ma thèse principale, c'est de dire on peut essayer d'oublier le cadre énergétique, le cadre de la thermodynamique dans lesquels cette combinatoire se produit chez les êtres vivants, pour n'en prendre que la forme, le système formel, et pour essayer de comprendre ce que c'est que cette combinatoire, se focaliser sur une autre combinatoire beaucoup plus simple, où la thermodynamique n'intervient pas, qui est l'arithmétique. L'arithmétique, c'est-à-dire les propriétés des nombres entiers. Et ça, nous en parlerons tout à l'heure parce que c'est tout à fait important. Il me semble qu'en réfléchissant sur l'arithmétique, se dégage un grand nombre de concepts tout à fait importants pour la combinatoire en général. Voilà. Et est-ce que tu peux, juste pour un petit peu préciser les choses, tu dis voilà, il s'agit moins de découvertes de lois que de faits. Est-ce que tu peux donner quelques exemples, quelques illustrations à propos de cette science combinatoire? On peut citer par exemple, je trouve que donc c'est un Roald Hoffmann, qui est un prix Nobel, et qui a écrit des choses tout à fait pertinentes sur ce sujet. Il prend l'exemple de ce qu'on appelle le cubane. Alors le cubane, ce n'est pas l'octane ou bien, etc. C'est une molécule en forme de cube, et chaque sommet du cube est occupé par un carbone, et le carbone a donc chaque trois voisins qui sont les autres carbones des sommets adjacents, et puis un hydrogène supplémentaire. Donc ça fait donc 8 hydrogènes et 8 carbones, et sous la forme d'un cube. Et ce que Hoffmann explique très bien, c'est que pour synthétiser ce corps qui n'avait pas été rencontré dans la nature, qui est une sorte de corps projet en quelque sorte, il faut passer par des intermédiaires beaucoup plus complexes que le cubane. Et ça c'est à mon avis une des caractéristiques des sciences combinatoires, c'est qu'elles passent par du complexe pour obtenir du simple. Et ça, c'est tout à fait important. C'est tout à fait important pour comprendre un certain nombre de phénomènes, et en particulier pour comprendre certains aspects du savoir de la nature dont nous allons parler. Et donc, d'où ce sentiment que pour obtenir le cubane, il n'y a pas vraiment de méthode, il n'y a pas vraiment de loi, il faut essayer. On va construire des corps plus compliqués qui eux-mêmes vont pouvoir engendrer comme sous-produit des corps voisins du cubane qui va finalement être produit. Donc, c'est vraiment des sortes de jeux de construction, et la particularité des assemblages est la vraie découverte. Je crois même que cette question des sciences combinatoires se reporte tout à fait sur le caractère du travail du chercheur. Le travail du chercheur dans les sciences, on pourrait dire classiques, y compris les mathématiques, est un travail dans lequel on tient grand compte des significations. Le mathématicien travaille avec le sens des choses, sens qui a été donné par la physique, par d'autres sciences, par les mathématiques elles-mêmes. On travaille avec l'histoire des mathématiques, on travaille avec ce qu'ont fait les gens déjà. Et donc c'est un travail très culturel, c'est un travail dans lequel le chercheur est en relation permanente avec la pensée existante autour de ce qu'il fait, n'est-ce pas? Alors que dans les sciences combinatoires, il semble que le chercheur se trouve dans une situation très différente, en ce sens qu'il a comme une sorte de méthode automatique. Il essaye et il voit ce que ça fait. Il essaye, il voit ce que ça fait. C'est un peu comme si le résultat était forcément là. S'il fait des choses qui sont nouvelles, c'est forcément nouveau. Donc il y a une sorte de propension à faire du nouveau sans vraiment savoir a priori tellement si ça suit telle loi, telle régularité, tel phénomène. C'est un peu comme si on était sûr du résultat. Ça ne se produit pas dans les autres sciences.
dans les autres sciences, le processus de découverte, d'invention, de conceptualisation est beaucoup plus complexe. Là, il se produit véritablement, on peut, dès lors que le chercheur se trouve dans les laboratoires de biologie en particulier, se trouve à même d'avoir les outils nécessaires, et ça, on va en parler tout à l'heure parce que je voudrais quand même dire un mot sur CRISPR-Cas9. À partir du moment où on a les outils nécessaires pour pouvoir faire des manipulations combinatoires, on les fait et on regarde ce que ça donne. C'est l'idée de on regarde ce que ça fait. Et ça, c'est assez nouveau et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, à mon avis, si tu regardes les scientifiques, l'attitude, les scientifiques à propos du climat, ça fait 50 ans qu'on en parle. Ils n'ont pas été écoutés et ils ne le sont toujours pas en vérité à propos du climat. Alors qu'au contraire, en matière de biologie et de biologie moléculaire, les scientifiques ont pris avec eux l'ensemble des moyens de communication pour faire montrer leur discipline de façon triomphaliste. Et là, au contraire, ils sont très fortement soutenus par les forces économiques. Donc, on a une situation complètement différente et qui, à mon sens, est tout à fait liée à la nature combinatoire de la biologie aujourd'hui. Alors, on va y revenir, mais si je comprends bien, on a dans la science plus classique, tu parlais de sens, en fait, la recherche est toujours liée à un contexte et d'une certaine manière, elle ne peut pas exclure une certaine forme d'interprétation. Alors que dans les sciences combinatoires, on se fout du contexte, on va se focaliser sur un objet et on va combiner, c'est-à-dire on va bricoler, en fait, pour essayer de trouver quelque chose. Trop radicalement. Oui, je simplifie. Le biologiste va se préoccuper du contexte. Mais de quel contexte? Il faudra en parler. Est-ce que voilà, il va se préoccuper d'un contexte très restreint. Etc. Ça, c'est certain qu'il y a un problème avec le contexte. Tu mets le doigt dessus, c'est très juste. Mais c'est aussi, je pense, on pourrait dire le plaisir de la recherche. Libido sciendi, on dit dans, alors, ce n'est pas du tout le même dans les sciences combinatoires et dans les sciences, disons, traditionnelles. En physique, la physique fonctionne essentiellement par des interprétations lumineuses qui font comprendre les choses. C'est ça le cœur même de la physique. Même si ces interprétations sont un peu surprenantes, comme ça a été le cas pour la physique quantique, et où l'intuition euclidienne n'est plus pertinente. Et donc, il y a, je pense, un plaisir nouveau, et je suis frappé, et ça viendra dans notre discussion à plusieurs reprises, par l'argument qui est répété en permanence par la plupart des biologistes, nous ne faisons que ce que la nature a toujours fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on discute parce que c'est une phrase clé, qui est une sorte de slogan maintenant, qui est porteur de plein d'ambiguïtés qu'il faut décrypter et qu'il faut, en quelque sorte, ramener à des réalités plus prudentes, il va falloir dire. On va y venir parce que c'est vraiment le cœur de ton livre. Mais pour revenir à la différence que tu indiquais entre, d'un côté, effectivement, les sciences du climat qu'on n'écoute pas, et puis la biologie de synthèse qu'on écoute, en fait, les sciences du climat, elles vont entraver le type de société qu'on connaît. C'est-à-dire, si on les prenait au sérieux, il faudrait changer énormément de choses. Alors qu'en revanche, la biologie de synthèse, elle permet de produire des biens qu'on va vendre sur un marché. Donc, ça marche très bien. Il y a une adéquation parfaite, alors que dans l'autre cas, il y a une espèce de contradiction, ce qui nous montre tout de suite qu'on dit la science, mais en fait, on a affaire à un paysage de disciplines avec des relations au reste de la société qui peut être totalement contradictoire. Oui. Et il n'y a pas que sur ce plan-là qu'il y a des contradictions. Bah, peut-être que, justement, tu viens de le dire, et c'est ce que tu vas montrer dans ton livre, que non, justement, en bricolant comme ça, c'est pas ce que la nature fait. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être, on va carrément un peu exposer le livre, parce que sinon, on va tout le temps tourner autour, autant y aller tout de suite. Est-ce que tu peux, justement,
peut-être partir d'un des points de départ du livre, c'est-à-dire de rappeler ce qu'il en est de la combinatoire possible avec le génome des espèces, qui est quelque chose de totalement astronomique. Est-ce que tu peux nous rappeler ça? Alors justement, oui, c'est la question, si tu es d'accord, c'est la question du savoir de la nature, n'est-ce pas? Hein? Totalement. Le statut du savoir de la nature. Parler du savoir de la nature, ça risque tout de suite des ambiguïtés parce que ça fait, a priori, ça fait référence à des philosophies qui sont très différentes des thèses que j'avance. Pour moi, la nature sait des choses que nous ne saurons jamais. Donc, ça, c'est vraiment très important. Alors, on va s'arc-bouter là-dessus et tu vas nous expliquer comment tu en arrives là. Oui, alors, il y a plusieurs approches. Il y a plusieurs approches. D'abord, ce savoir nous concerne parce que nous sommes des êtres vivants de chair et d'os dans un microbiote bactérien et que nous vivons dans une biosphère maintenue vivante par ce savoir de la nature. Alors, il y a plusieurs approches sur ce savoir de la nature. D'abord, les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur, c'est la question du temps long et de la combinatoire. Pour dire les choses très rapidement, c'est beaucoup plus développé dans mon ouvrage. La très longue expérience de la nature, de disons 3,5 milliards d'années, ça lui a permis d'expérimenter des combinaisons extrêmement nombreuses. Là, il y a une question d'ordre de grandeur, extrêmement nombreuses, totalement hors de portée de ce qui pourra être fait dans l'espace d'une civilisation humaine. Hein, totalement hors de portée. Il y a des problèmes d'ordre de grandeur, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est le premier point. Est-ce que tu peux simplement, moi ça m'avait frappé, Maintenant, pour le faire comprendre aux gens qui nous écoutent, on peut prendre, en mesurant ça avec puissance X quelque chose, on peut prendre le nombre par exemple d'atomes qu'on a dans l'univers et puis justement les combinaisons possibles oui, avec le génome de l'espèce. bon, on va pas faire des calculs là, mais Non, mais ça donne un ordre de grandeur et ça l'exprime très simplement. si on prend tout simplement le rythme des mutations possibles, même si les mutations dans le rythme des cellules ont des mutations, en fait, le rythme de ces mutations dépend beaucoup des tissus dans lesquels ils se trouvent, c'est-à-dire évidemment. Mais si on accélère vraiment ce rythme de mutation, et si on suppose que la Terre est complètement remplie de bactéries sur une couche de plusieurs kilomètres, et si on fait des mutations tous les dixièmes de seconde pour toutes ces bactéries indépendamment, jamais on n'arrive à tout ce que la nature a déjà expérimenté. Donc, c'est un ordre de grandeur colossal, colossal. Et donc, même si dans tous les labos futurs, on dit qu'il y a 40 labos qui travaillent sur le coronavirus, mais bon, même si on prend tous eh bien, jamais on n'arrivera dans l'espace d'une civilisation à approcher cette expérimentation, cette expérience de la nature. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que justement, comme tu disais, si on regarde un ADN, qui donc un ADN, c'est un mot maintenant qui est écrit avec 4 lettres. Hein, et si on regarde les modifications qu'on peut faire sur ce mot, alors là, on arrive à un espace qui est tellement gigantesque que la nature elle-même n'a pu en visiter qu'une infime partie, infime, même pas l'espace d'un atome par rapport à toute la sphère terrestre. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'ordre de grandeur, il y a ce que les hommes pourront faire, et ça, c'est tout petit. La nature, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a expérimenté, c'est gigantesque, et ce qu'a fait la nature, ce n'est qu'un tout petit endroit dans un univers fabuleux, tellement grand, que jamais il ne pourra être exploré. Jamais il ne pourra être exploré, et que personnellement, je pense qu'il n'a jamais été exploré dans sa totalité nulle part. N'est-ce pas? Bon, ça c'est une thèse, mais enfin bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on comprend tout de suite le problème de la biologie d'un point de vue philosophique et métaphysique, c'est que on peut très facilement maintenant, certainement pas visiter cet espace, qui est même plus grand que ce que la nature a déjà visité,
mais piocher dedans ponctuellement, c'est-à-dire faire une modification. L'ADN du premier chromosome humain, c'est 220 millions de paires. Et donc, les modifications de cet ADN, ça crée des possibilités combinatoires absolument vertigineuses. Absolument vertigineuses. De sorte que ça, c'est la première approche, hein, du savoir de la nature. On se dit, au fond, ce dont Jacques Monod parlait d'une très grande particularité de l'homme dans le jeu de la roulette de la nature. Il parlait comme ça. En fait, on s'aperçoit que c'est une étonnante particularité de la nature dans son ensemble. Étonnante particularité de la nature dans son ensemble. Et donc, la nature a donc essayé énormément plus de possibilités que ce que nous ferons jamais. Mais aussi, il faut rajouter quelque chose, c'est que la combinatoire, c'est-à-dire l'évolution des espèces, a aussi une autre particularité, c'est d'effacer de temps en temps ce qui s'est passé. Et ça, c'est très important. Le fait que la nature construit, mais la nature efface aussi. La nature efface aussi. L'effacement est dû à plusieurs phénomènes. D'abord, il y a des mutations par délétion. Il y a des mutations qui, en fait, appauvrissent ou diminuent la grandeur des molécules de l'hérédité. Il y a aussi des effacements sans mutation dû au fait que dans des populations hétérozygotes de petite taille, il y a une probabilité positive pour que ça devienne homozygote. Donc ça, c'est un phénomène important. Et puis, il y a toutes les extinctions massives qui se sont produites lors de maladies, lors de cataclysmes et dues aux instabilités de la sélection naturelle. Attends, en d'autres termes, mais aussi tous les contextes, tu le rappelais tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de molécules en dehors d'un contexte, d'un tissu. Oui, mais ça c'est très important, je vais le dire. Voilà, c'est fondamental, parce que ça disparaît justement. Alors, il en résulte que la nature actuelle est une zone privilégiée des combinatoires possibles. Elle est faite des combinaisons. Alors, de quelles combinaisons? Elle est faite, disons, des ADN qui sont les survivants d'une très longue expérience et qui sont donc issus de ceux qui ont résisté par le passé. Ainsi, ces survivants, la nature actuelle, ce ne sont pas des archives cumulatives. Ils sont des témoignages partiels du travail de la sélection. Bien sûr, la phylogénie moléculaire a perfectionné ce que la paléontologie comparative avait remarqué, mais elle reste lacunaire. Il ne nous est pas possible de savoir exactement ce qui s'est passé, tout simplement parce que la plupart des mutations se sont passées et la plupart des mutations qui ont été retenues pour des êtres viables ont été retenues dans un contexte que nous ignorons. Le contexte est tout à fait fondamental dans cette affaire, parce que la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye en effet des combinaisons nouvelles, mais ces combinaisons ne sont retenues que si le contexte les accueille, les accepte, et donc, et en particulier le contexte microscopique, c'est-à-dire les archées et les bactéries. Donc, la situation, on pourrait dire, pour revenir, essayer de dégager philosophiquement ce qu'est ce savoir de la nature, c'est un savoir qu'on peut décrire en disant qu'elle a acquis une capacité de réaction aux perturbations qui apparaissent chez les êtres vivants actuels. Perturbations qui sont viables compte tenu des autres êtres vivants. Et cette résilience lui vient de son expérience que nous ignorons dans son déroulement exact, car le contexte dans lequel se sont produites ces mutations est inconnu. Et c'est la raison pour laquelle je dis la nature sait des choses que nous ne saurons jamais. Et ça, c'est tout à fait
hein. C'est tout à fait important et fondamental. C'est-à-dire que il y a, j'essaye d'employer des mots simples dans l'ouvrage, évidemment, j'ai détaillé ça davantage. On pourrait dire que la nature a organisé ces êtres vivants qui sont des survivants à tous les effondrements qui se sont produits. Et d'une certaine façon, elle est capable, pour les mutations et les modifications qui arrivent dans les êtres vivants actuels, elle est capable d'avoir des réactions qui tiennent compte précisément de l'ensemble du vivant. C'est comme une sorte de système immunitaire qui n'est pas vraiment immunitaire, mais qui est capable de réagir vis-à-vis des changements naturels, et ça c'est très important pour moi, alors qu'elle n'a aucune expérience sur les perturbations qui sont dues aux artefacts. Il est évident que la nature n'a jamais rencontré des autoroutes, ni n'a rencontré de centrales nucléaires. Alors, ça me fait penser qu'il faut peut-être évoquer, il y a un courant réductionniste extrêmement vigoureux, notamment aux États-Unis, que je scande par les noms de Fisher, Hamilton, Dawkins et Valiant, plus récemment. Donc, il s'agit de Ronald Fisher, qui est un grand statisticien au début du XXe siècle, de William Donald Hamilton, il y a plusieurs Hamilton, il faut faire attention, de Richard Dawkins, qui est malheureusement très célèbre dans ses outrances, et Leslie Valiant, qui vient de se faire connaître récemment pour des perfectionnements des algorithmes d'apprentissage. Alors, ça, c'est la vision réductionniste de la nature. Ça marche comment? Eh bien, c'est Fisher qui a commencé ce courant, cette démarche. Ça consiste à essayer de faire une représentation mathématique précise de la sélection naturelle dans l'évolution. C'est-à-dire de représenter ce phénomène avec les lois de la génétique, ce phénomène qui est dû évidemment à du hasard, mais aussi à des perfectionnements de fonctions. Darwin l'avait bien compris. Donc des perfectionnements de fonctions et du hasard qui fait qu'on comprend comment, au fond, la sélection et l'évolution se passent. C'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage, et en particulier des algorithmes. Bon, après Hamilton, c'est pareil. Dawkins cite abondamment Hamilton et Fisher, et Valiant, c'est les perfectionnements de ces algorithmes d'apprentissage autour de ce qu'on appelle l'algorithme du recuit simulé, c'est-à-dire précisément des algorithmes dans lesquels on se sert de hasard pour trouver, et en même temps, pour avancer, et en même temps, on cherche à optimiser des fonctionnalités qui seraient théoriquement les fonctionnalités des êtres vivants dans leur poursuite de nourriture et de progéniture. Alors, quand on lit Fisher, c'est tout à fait intéressant et frappant. Fisher explique que ces règles mathématiques fonctionnent dans un contexte. Et alors, tout au long de son ouvrage, et ça sera la même chose chez les autres, chez Hamilton et chez Dawkins, il se passe le phénomène suivant, c'est que le contexte est d'abord un statut de choses difficiles à modéliser. Forcément, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, en fait. Le contexte, c'est toute la complexité de la nature dans son cursus et dans son évolution. Évidemment, il est complètement inconnu. Et alors, au cours du travail, le contexte change de statut, et c'est ça la dérive réductionniste. C'est que le contexte qui était au départ quelque chose de difficile à modéliser devient progressivement quelque chose qu'on néglige. C'est-à-dire quelque chose qu'on néglige. néglige. Quelque chose qu'on néglige, dont on ne s'occupe plus. À la fin, il n'y a plus que le processus lui-même, comme si le contexte pouvait être oublié, comme si on n'en avait pas besoin, ce qui veut dire en fait comme si on pouvait refaire la nature ou une autre nature. En fait, c'est une pensée, c'est du réductionnisme,
mais c'est une pensée extraordinairement abstraite. C'est-à-dire que ces règles mathématiques d'évolution, c'est sa vie dans un espace où il y aurait d'autres natures abstraites qu'on pourrait modéliser dans des espaces mathématiques un peu sophistiqués, comme les mathématiciens savent facilement en faire. Et donc, il y aurait d'autres natures. Et donc, c'est l'idée qu'au fond, on peut raisonner comme si on était sur le point de faire des natures différentes. Et là, c'est d'une naïveté, qui ne peut être, à mon avis, qui ne peut être tolérée dans la pensée universitaire que dans un pays comme les États-Unis, où effectivement il y a un mélange très fort. Et d'ailleurs, Dawkins est une personnalité qui a eu un succès qu'il n'aurait certainement pas eu en Europe par la violence de ses propos et son réductionnisme primaire, donc c'est toute l'histoire du gène égoïste, etc. Donc, je pense que on a là, on touche du doigt une des idéologies qui est derrière la biologie de synthèse actuelle, c'est que au fond, on oublie que nous vivons avec des microbes, que nous vivons avec des bactéries, que ces bactéries, jamais on ne saura quelles elles sont exactement. Qui, en plus, bon, il y a les archées qu'on a découvertes plus récemment, qui sont aussi variées que les bactéries, et tout ça, on ne le saura pas. Et puis, il y a les animaux pluricellulaires qui sont quand même très élémentaires, etc. Toute cette nature dans laquelle nous vivons, c'est bien de celle-là dont il s'agit. C'est bien de celle-là dont il s'agit. Et comme disait, disait le grand biologiste Stephen Jay Gould, la nature, nous ne la referons pas. Ça, voilà. C'est pour donner un peu le tableau de. Je dis que la nature sait des choses que nous ne saurons jamais, et ça place, à mon avis, ça place dans une situation philosophique assez particulière que j'ai raccroché volontiers à la parabole de la caverne de Platon, mais dans laquelle, contrairement à ce que fait Platon, qui lui imagine un des prisonniers qui monte voir là-haut Il sait ce qui se passe. qu'on reste en bas. On reste en bas et on n'a pas accès à ce qui se passe en haut. C'est-à-dire que on doit, et ça c'est une des thèses fortes que je développe, c'est que on doit essayer d'accepter une situation dans laquelle il y a de l'inconnu définitif. Et non, et ça, c'est effectivement, ça va complètement à rebrousse-poil du positivisme, de la pensée, même du pragmatisme. Voilà. Donc ça, c'est. Attends, je voudrais revenir sur deux choses, si tu veux bien. En fait, donc, avec ces 3 milliards et demi d'années, ces milliards d'expériences à chaque section de seconde, là, tu le disais, la nature a construit une espèce, c'est une analogie, de système auto-immune qui fait qu'elle ne va jamais produire quelque chose qui pourrait la détruire et qui pourrait la mettre en danger. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, c'est-à-dire que c'est pas noir-blanc. La nature, je pense, elle est fragile. Elle est fragile parce qu'elle a une expérience immense, mais pas totale, parce que justement, elle a laissé tomber des choses. Et donc, et sur ce qui peut se passer, on pense, il est raisonnable que les êtres vivants qui ont résisté à des grandes épidémies, à des grands cataclysmes, etc., ont une certaine résilience. La plupart des cataclysmes sont des cataclysmes vers le bas, c'est-à-dire des cataclysmes où la nature s'appauvrit. Hein. Darwin avait parfaitement compris que des mutations très très loin de la situation actuelle étaient tout à fait improbables et surtout avaient peu de chances de rendre service aux êtres vivants. Et donc, beaucoup de changements dans la nature sont des changements d'appauvrissement, n'est-ce pas? Ce sont Et alors, on ne peut pas dire que la nature est sûre d'elle-même.
je ne vois pas sur quoi on pourrait se fonder pour parler comme ça. Non, mais ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'elle a accumulé énormément d'expérience et qu'il est probable que sur ce sujet, justement, c'est l'expérience qui compte, parce qu'il y a peu de lois, il y a peu de… tous ces phénomènes de combinatoire sont des phénomènes très particuliers, et donc elle a acquis probablement une connaissance très imparfaite, mais qui est la connaissance la plus précieuse qu'on puisse avoir sur ce sujet. Voilà ce qu'il faudrait dire. Et elle aurait, en d'autres termes, la meilleure connaissance possible. Oui, la Celle meilleure dont nous connaissance sommes très possible. très loin. Mais justement, quand je te posais la question, c'est parce que j'avais à l'esprit ce que tu as rappelé tout à l'heure à propos des natures imaginaires. En fait, nous avons produit une toute petite nature imaginaire, c'est-à-dire c'est nos techniques, nos artefacts. Et tu disais que précisément, la nature, là, elle est décontenancée. Parce que précisément, on va finir par produire des choses qui sont étrangères à son expérience Oui, oui, multimillionnaire oui, oui. d'années. Oui, là, en anglais, on a deux termes, on a experience et experiment. Et là, on est vraiment, on a les deux. C'est-à-dire qu'on a de l'expériment, c'est-à-dire elle a essayé des nouvelles molécules, et puis elle a de l'expérience parce qu'elle est vieille et qu'elle a beaucoup vécu, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment ça. Je pense que il y a, il faut dire le mot, il y a un danger de la biologie de synthèse. Bien sûr, c'est raisonnable que nous essayions de comprendre ce qui se passe au voisinage d'une situation biologique et que par les moyens microscopiques, on essaye de faire que ceci se passe dans tel sens ou dans tel autre, en particulier lorsque bon, il y a des agressions, des maladies, etc. Tout ça me paraît tout à fait raisonnable. Mais en revanche, il faut avoir gardé à l'esprit le fait que quand on saute au-delà de ce que la nature pratique. Hein, euh, c'est quand même tout à fait troublant le fait que la quasi-totalité des êtres vivants fonctionne avec un ADN et que cet ADN, il est quasiment toujours le même, c'est-à-dire avec ces trois nucléotides, ces quatre nucléotides qui s'apparient deux à deux. Ça laisse entendre qu'il est possible que la nature ait constitué des êtres vivants qui sont relativement euh, euh, protégés de mutations très dangereuses et très destructrices. Et c'est Ça ça que laisse je voulais penser dire. mais je pense qu'il ne faut pas non plus parler comme tout ou rien. C'est la D'accord, nature. oui, oui, tout à fait. Tu vois. Et disons effectivement, en fonction de l'expérience accumulée, euh, disons, c'est comme si ça lui permettait plutôt d'éviter les choses les plus destructrices. Oui, oui, À la différence de notre génie technique, à nous, technologique, par exemple en termes de biologie de synthèse, où forcément on va combiner à l'aveugle. oui. Alors, il y a un exemple qui est tout à fait lui. Et actuellement, je suis très, très frappé par l'unanimité, la quasi-unanimité des chercheurs en biologie sur ces sujets, qu'on a le droit de tout faire, on a le droit de tout essayer. Pour moi, ça ressemble beaucoup à la règle du libéralisme économique. On a le droit de tout essayer. Or, sans se rendre compte du fait que ben, il y a un grand problème quand même, une nouvelle molécule qui n'a pas été rencontrée. Alors pourquoi je dis qu'il n'a pas été rencontrée? Eh bien parce qu'il y a tout un courant de recherche où on essaye de changer les quatre lettres, les quatre bases, adénine, thymine, etc., par six. Alors là, ce serait une révolution totale. Or, on a plein d'articles qui nous expliquent que c'est ça l'avenir, qu'il faut le faire, qu'il faut faire des ADN avec six bases et non quatre. Alors là, je dis, voilà, il y a un problème de prise de conscience du risque combinatoire. Ce risque, c'est un point très important, n'est pas un risque probabilisable. Je ne sais pas si tu souhaites qu'on en parle tout de suite, mais Ah, si, c'est fondamental, justement. on peut parler de ça. C'est ça qu'il faut que tu détailles un petit peu. Oui.
Il faut rappeler que c'est ta spécialité quand même, hein, que tu es notamment probabiliste. Alors, donc, c'est très important.